Vous avez lu pour nous la presse internationale et on prend la direction du Rwanda où le président Paul Kagame a fait voter à la fin du mois dernier une modification de la Constitution. D'après la Croix, cette révision constitutionnelle lui ouvre la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Le gouvernement a annoncé mardi sur Twitter la date du référendum qui sera consacré à cette question. Les Rwandais devront dire dans 8 jours exactement s'ils acceptent que la constitution actuelle, qui date de 2003, limite à deux mandats présidentiels l'exercice du pouvoir ou pas. La règle interdit pour le moment à Paul Kagame, élu en 2003 et en 2010, de se représenter en 2017. Après le Burundi et le Congo-Brazzaville, le Rwanda est donc le 3e pays africain à entreprendre de réformer sa constitution cette année. Une révision déjà adoptée par le Parlement, précise la Croix, qui explique qu'en raison de l'autoritarisme du régime et de la faiblesse de l'opposition, aucun observateur n'imagine que le résultat du référendum du 18 décembre soit contraire aux intérêts de Paul Kagame, je cite. Et les États-Unis et l'Union européenne ont fait part de leurs réserves à propos de ce projet. Nous pouvons être bons amis, nous pouvons convenir d'être en désaccord, mais la limite est lorsqu'il est question des intérêts des Rwandais, a répondu Kagame selon Jeune Afrique. Voilà pour la fin de non-recevoir. Le président rwandais, dont la passion pour le cyclisme est évoquée dans le reportage, le long reportage que Libération consacre à l'équipe nationale du Rwanda. Un récit où le journal raconte comment les Dream Boys du président ont été happés par le Star System au point de devenir incontrôlables à l'image des enfants gâtés du foot européen. Rescapés du génocide, pour certains, les cyclistes de la Team Rwanda ont longtemps incarné la reconstruction et l'espoir avant de devenir des stars. 13 d'entre eux ont notamment déserté leur luxueux camp d'entraînement de Musanze, c'est près du parc national des volcans, au motif qu'ils ne recevraient pas la part qui leur reviendrait du budget du Tour du Rwanda, un demi-million d'euros environ. D'après les infos de Libération, des policiers ont alors été appelés en renfort pour aller les chercher. Direction à présent la Syrie où des rebelles syriens ont commencé hier à évacuer le dernier quartier qu'ils contrôlaient à Homs, la 3e ville de Syrie. L'image de cette évacuation qui ouvre la voie à une reprise totale de Homs par le régime fait la une ce matin du Wall Street Journal qui montre 2 de ces rebelles à bord d'un convoi. On le voit, l'un d'entre eux a gardé son arme. Probablement grâce à l'accord de cessez-le-feu supervisé par l'ONU qu'ils ont conclu, ces rebelles, début décembre avec le régime de Bachar el-Assad. C'est une image que The Guardian présente comme le symbole du fait que le seul but poursuivi par Assad est de s'assurer qu'il ne reste rien d'autre en Syrie que lui-même et le groupe État islamique. Mais si l'organisation djihadiste est bien l'ennemi, prévient le journal, Assad est le problème. Tant qu'Assad restera au pouvoir, le groupe État islamique restera en Syrie et le terrorisme continuera de se répandre, pardonnez-moi. Dans le quotidien panarabe basé à Londres, Al-Quds, je vais y arriver, Carlos Latuf dessine un avion de chasse qui prend la direction de la Syrie et un kamikaze vole en sens inverse vers l'Europe, la main sur le détonateur. Et en Arabie Saoudite, le poète Ashraf Fayyad a été condamné à mort pour apostasie pour avoir renié sa religion. D'après l'Humanité, il lui est reproché d'avoir tenu des propos athées lors d'une conversation privée avec des amis dans un café. Des propos que l'une des personnes présentes dans l'établissement se serait ensuite empressée de rapporter au comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. La promotion de la vertu et promotion du vice, c'est ça, j'en parle. Et la prévention du vice. La prévention du vice. Pas la promotion du vice, pas en Arabie Saoudite, non. Loin de moi cette idée. Circonstance aggravante, Ashraf Fayyad a les cheveux longs et son portable contenait des photographies de femmes, des amis à lui. Il a été condamné, Mounia, à la décapitation. Si Ashraf Fayyad est exécuté, si l'Arabie Saoudite applique cette sentence, malgré les protestations dans le monde, ce sera un crime contre l'humanité. Cet État devra un jour ou l'autre répondre devant la justice internationale de ce crime. Voilà ce qu'écrit ce matin Tahar Benjeloun sur le site du Point, dans un hommage où l'écrivain marocain rappelle que ce sont les poètes qui donnent à la terre son sel, son grain de folie, sa musique et ses songes, que la poésie ne peut être que fulgurance, clarté, doute et intranquillité. Un bon appel. Merci Hélène pour cette revue de presse internationale.